introductif, hein, je voulais rappeler déjà ce qu'est la FREF. La FREF, c'est l'Association française de réflexion et d'échange sur la formation. Euh, notre volonté, c'est de créer des espaces d'échange comme celui-ci, hein, entre les différents acteurs de l'écosystème de la formation, mais surtout entre les chercheurs, les producteurs d'études, les décideurs, les institutionnels et puis les praticiens. Euh, on attache une importance particulière à la question des transformations. Notre idée, c'est de donner des éclairages, et différents éclairages sur les enjeux de transformation qui nous traversent. Alors évidemment, l'individualisation, c'est un sujet qui est apparu comme évidemment très important à nos yeux. L'individualisation, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a des actions tout à fait, comment dire, qui ont porté leurs fruits. Il y a des choses qui se font et en même temps, on voit bien que on est quand même très très loin d'un déploiement massif. Et on s'est dit que cet enjeu de l'individualisation, il est peut-être encore plus prégnant aujourd'hui parce que un des enjeux des acteurs de la formation et en particulier des organismes de formation sur les années qui arrivent, c'est la capacité à mobiliser et à attirer aussi les publics, hein, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, jeunes, et que cette modalité pédagogique constitue probablement un levier intéressant. Alors, ce qu'on a voulu vous proposer sur ce sujet, ce sont deux séquences. Cette première séquence sous un format distanciel de webinaire, hein, qui sera donc rediffusé sur notre site AFREF. Et puis un second temps en janvier, le 16 janvier, en fin d'après-midi, et cette fois en présentiel. Et merci à France Travail voilà, de bien vouloir nous accueillir en janvier. Et là, l'idée, c'est d'avoir un temps peut-être plus important encore qu'aujourd'hui, hein, sur l'échange et de créer un véritable espace de confrontation au sens positif entre des praticiens, des financeurs et voilà, toujours sur ce sujet-là. Donc, le 16 janvier, nous aurons autour de la table Philippe Tourneur, qui est présent aujourd'hui, de France Travail. Nous aurons Caroline Brunet d'IP2A, qui est un cabinet qui est expert de la pédagogie en alternance et du coup qui pourra nous livrer des témoignages de praticiens sur le sujet. Et Béatrice Delay. Béatrice, tu seras à nouveau là le 16 janvier pour qu'on puisse comment dire, poursuivre ce fil et avoir ton regard distancié sur la question. Voilà. Donc, mais je te laisse la parole tout de suite. Je te laisse te présenter peut-être aussi l'émission de France Compétences, hein, cette direction observation évaluation. Je pense que tout le monde ne connaît pas ce volet-là des activités de France Compétences. Et je te laisse présenter les résultats des travaux. On se donne 40-45 minutes. Et puis, l'idée, c'est qu'après, vous puissiez partager vos questions par le chat, mais aussi en direct, hein, et qu'on puisse vraiment avoir un temps d'échange. La séquence, au global, on se donne 1h15, 1h30, hein, sur cette séquence en webinaire. Voilà. Et bien, à tout de suite. Merci, Béatrice. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à tous. Et puis merci de l'invitation. Je suis ravie d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous et puis d'avoir un prolongement aussi en janvier, comme l'annonçait Élodie. Alors peut-être en effet quelques mots d'abord pour me présenter. Donc moi je suis en charge des études et des évaluations au sein de la direction observation et évaluation de France Compétences. Sachant que notre activité effectivement est peut-être pas aussi connue que d'autres métiers et interventions de France Compétences. Notre activité d'évaluation se déploie dans le cadre de la commission statutaire évaluation, qui est composée par l'ensemble des 4 collèges qui composent la gouvernance de France Compétences.
Et cette activité consiste notamment à initier et piloter des études, à la fois quantitatives et qualitatives, plutôt à finalité compréhensive ou évaluative, vraiment dans une optique d'aide à la décision, d'où la proximité avec les directions métiers de cette direction évaluation. L'ambition très générique étant d'alimenter le débat public, mais aussi donc les directions métiers de France Compétences, et puis plus généralement d'améliorer la pertinence des doctrines sous-jacentes à la conception des politiques et des dispositifs publics en matière de formation et d'accompagnement. Et donc l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Donc elle porte sur les freins à l'individualisation des parcours de formation. Alors peut-être d'abord vous donner quelques éléments sur le contexte de l'étude, ses coordonnées en termes de points de départ et puis de protocole méthodologique. Donc on est parti de 2 postulats. Le premier postulat est de nature plutôt, j'allais dire définitionnelle, puisqu'on a délimité la notion d'individualisation comme étant composée de 3 dimensions: l'ajustement de la durée et du contenu de la formation aux besoins individuels, l'hybridation des méthodes d'apprentissage via la mise en place de parcours multimodaux, donc qui susceptibles d'articuler des formats présentiels, distanciels et expérientiels, et puis l'accompagnement personnalisé des apprenants. Et le deuxième postulat correspond plutôt au constat d'un paradoxe, puisqu'on sait que d'un côté, les sciences de l'éducation, ont démontré de longue date que l'individualisation des parcours était vertueuse, hein, à plusieurs titres, parce qu'elle renforce l'appétence et l'engagement des apprenants pour et dans la formation, parce qu'aussi elle décuple la fertilité des processus d'apprentissage, c'est-à-dire l'ampleur, des connaissances et des compétences qui sont acquises en formation. Donc on a d'un côté, ce constat, et de l'autre, on s'aperçoit que cette ambition d'individualisation des parcours, elle peine, hein, depuis, des décennies à s'incarner véritablement dans la réalité des pratiques des OF et à changer d'échelle pour se généraliser au-delà d'un déploiement, qui, parfois, donne l'impression de rester à un niveau assez expérimental ou de niche. Et donc c'est au regard de ces postulats que la commission évaluation de France Compétences, a jugé pertinent, en fait, de lancer une étude, qualitative qui a été, donc pilotée par nous et puis réalisée par le cabinet Amiost, dans l'objectif précisément de diagnostiquer, qui est une première étape, on va dire, de diagnostiquer, c'est-à-dire de repérer, de qualifier, de comprendre ces freins à l'individualisation des parcours et d'essayer d'élucider ce paradoxe, apparent que je viens d'énoncer. Alors, en termes de protocole méthodologique, on a sélectionné un échantillon de 10 formations, toutes certifiantes, pour disposer d'un corpus relativement comparable, et sachant que ces formations couvrent une variété de niveaux, 3 à 6, et une variété de domaines aussi. On avait socle de compétences, informatique, prévention sécurité, paye, activité physique, restauration, fibre optique. Essentiellement, et donc sur la base de ces formations certifiantes, pardon, on a construit, 18 études de cas, sachant que chaque étude de cas consistait à premièrement conduire une analyse documentaire à partir à la fois des référentiels de formation d'une part et des documents contractuels qui ont permis de formaliser l'achat d'autre part. Et ces études de cas consistaient aussi évidemment à réaliser des entretiens avec, d'une part, des responsables pédagogiques et des dirigeants d'organismes de formation, aux profils variés, hein, en termes de spécialité, de public, de taille, et cetera, qui mettent en œuvre ces formations, et d'autre part, les financeurs, les acheteurs, donc conseils régionaux, OPCO, France Travail, AT Pro, qui avaient commandité ces formations. Et notre idée était de croiser précisément le regard d'OF et de financeurs engagés dans des relations contractuelles, c'est-à-dire impliqués dans des interactions réelles pour être plus à même d'identifier et de décoder aussi les écarts de raisonnement, les incompréhensions ou les stéréotypes mutuels entre ces 2 catégories d'acteurs. Alors, de cette étude ressort que, les registres explicatifs des freins à l'individualisation des parcours se situent en fait au carrefour de 3 dimensions, qui sont pour partie interdépendantes, bien qu'elles soient distinctes, et que je vais donc, vous présenter, dans le détail, sachant que ces 3 registres explicatifs sont les suivants: les caractéristiques de la certification à laquelle la formation se rattache. Donc ça, c'est une dimension qu'on n'avait pas nécessairement anticipée au moment de formuler nos hypothèses initiales. Deuxième dimension explicative de ces freins à l'individualisation, cela renvoie davantage à la capacité à faire de l'organisme de formation.
Et troisième registre explicatif, il est à rapprocher des caractéristiques de la pratique d'achat et de financement qui va être mise en œuvre. Alors, tout d'abord, en effet, il ressort de cette étude que les cadres imposés par les certificateurs aux organismes de formation, donc qui délivrent les formations, conduisant à l'obtention de ces certifications justement, ces cadres peuvent parfois façonner un environnement, assez contraignant, assez limitatif par rapport à l'individualisation des parcours. Autrement dit, par rapport à la marge de manœuvre dont disposent les organismes de formation pour individualiser les parcours. Et c'est particulièrement le cas dans 2 configurations. Alors, premier cas, c'est quand les référentiels de certification ou les conventions d'habilitation des OF par les certificateurs formulent des prescriptions très précises sur les façons d'organiser la formation et, par ricochet, vont réduire l'espace de liberté des OF. Et évidemment, cette situation est exacerbée dans les formations aux métiers réglementés, comme par exemple le titre d'agent de prévention et de sécurité. Et en fait, dans ce cas de figure, les référentiels de certification vont prescrire, en quelque sorte, un certain nombre d'exigences qui ont leur légitimité, hein, du point de vue du certificateur pour sécuriser la qualité précisément, mais ces exigences vont rendre d'une certaine manière impraticable l'adaptation et l'individualisation des parcours. Sachant que ces exigences peuvent être de différentes natures, hein. Ça va être, une durée minimale par module, une répartition très stricte du volume horaire entre, les séquences, pratiques et puis, les enseignements théoriques. Ça va être, l'imposition de réaliser la formation uniquement en présentiel ou, encore la nécessité de déclarer le calendrier des sessions et des épreuves de validation, d'évaluation en amont ou encore, l'obligation pour les candidats d'attester leur présence à la totalité des modules pour se présenter à l'examen. Donc tout ça constitue des exigences qui vont, d'une certaine manière, interdire à l'OF, d'organiser des entrées et sorties permanentes, d'ajuster les parcours au fil de l'eau, en fonction des connaissances de l'apprenant à l'entrée, de ses préférences d'apprentissage et de son rythme d'acquisition. En fait, c'est ce que nous ont dit les organismes de formation qu'on a interrogés à l'occasion de cette étude. Quelque part, le respect de ces exigences imposées par le certificateur accule l'organisme de formation à penser et à délivrer des parcours qui vont être relativement standardisés, relativement rigides. Et dans ce cas-là, les OF qu'on a interrogés déclarent qu'ils se sentent d'une certaine manière ravalés au rang d'exécutants et un peu dépossédés de leur pouvoir d'initiative. Alors, évidemment, cette hypothèse du caractère contraignant ou limitatif des référentiels de certification mériterait d'être davantage creusée, hein, par des investigations supplémentaires pour en apprécier notamment l'ampleur et la portée. Par exemple, ce serait intéressant d'aller voir si ce phénomène est marginal ou pas parmi les titres qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Ce serait intéressant aussi d'approfondir un peu pour savoir si l'origine de ces prescriptions provient plutôt des référentiels de certification ou plutôt des cahiers des charges d'habilitation, qui existent entre le certificateur et les OF qui l'habilitent, pardon, pour délivrer ces certifications. Ça pourrait aussi être intéressant, mais cette étude n'a pas permis de l'approfondir outre mesure, de voir si une des stratégies qui a été observée parmi les acheteurs, qu'on a interrogés, permet de contourner cet obstacle du caractère contraignant des référentiels de certification. Sachant que cette stratégie qu'on a pu observer parmi les acheteurs consiste à intégrer des modules additionnels pour compléter le noyau dur de la commande et du coup offrir une souplesse supplémentaire par rapport au cadre imposé par les certificateurs. Alors, une seconde configuration observée dans cette étude qui met bien en scène la manière dont les référentiels de certification peuvent créer un environnement assez contraignant par rapport à la marge de manœuvre dont disposent les OF pour individualiser les parcours. Et cette seconde configuration est la suivante, c'est le cas lorsque les référentiels n'ont pas réellement, n'ont pas authentiquement, j'allais dire, intégré une logique compétence. C'est-à-dire que cette intégration de la logique compétence, qui est par ailleurs aujourd'hui obligatoire, hein, pour, candidater à l'inscription au RNCP, cette, intégration reste plutôt cosmétique, reste plutôt de surface. Et en réalité, le certificateur
dont la formation est souvent le cœur de métier historique, a plutôt eu tendance à traduire son référentiel de formation dans la grammaire des compétences, mais il s'agit plutôt d'un habillage sémantique. C'est-à-dire que la logique d'ensemble de la certification, elle reste très imprégnée d'un découpage de nature disciplinaire. Et dans ce cas, le certificateur, en fait, ne s'est pas astreint à une véritable analyse de l'activité de travail du métier ciblé par la certification, et de l'ensemble des compétences qui sont embarquées dans la réalisation de cette activité. Alors, c'est encore vrai, hein, pour certains diplômes, notamment de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, mais pas que. Et puis, il faut quand même noter que de ce point de vue-là, il y a eu des réels progrès, hein, qui ont été réalisés ces dernières années. Mais malgré tout, tous les référentiels de certification ne portent pas encore la marque de cette logique compétence inspirée d'une réelle analyse de l'activité réelle de travail. Et du coup, par ricochet, d'une certaine manière, les OF qui sont confrontés à ce type de référentiel peuvent difficilement établir des ponts, mettre en perspective, comparer d'un côté les compétences d'ores et déjà détenues par les apprenants grâce à leur expérience professionnelle, et de l'autre les compétences qu'il leur faut acquérir par le biais de la formation. Ce qui va limiter pour l'OF la possibilité du coup d'identifier les modules pertinents pour la personne et d'ajuster la durée et le contenu de la formation au profil individuel. Et d'ailleurs, faute aussi de disposer de ce langage commun autour de la notion de compétence, les OF qui souhaitent hybrider les méthodes d'apprentissage et intégrer des séquences en situation de travail, par exemple, vont se retrouver face à certaines difficultés, dans la mesure où ils ne savent pas forcément comment s'y prendre pour articuler les acquis visés par la formation et justement l'identification des situations de travail à intégrer dans le parcours parce que dotés d'un haut potentiel d'apprentissage, faute d'avoir cette partition un peu commune structurée autour de cette notion de compétence. Alors, le second registre explicatif des freins à l'individualisation se situe plutôt du côté de la capacité à faire limiter des OF. Alors, en lien tout d'abord avec un déficit parfois d'expertise en ingénierie. C'est-à-dire que, en effet, pour pouvoir ajuster le contenu et la durée de la formation au profil individuel, encore faut-il que l'OF soit en capacité de réaliser un positionnement initial, qui relève d'ailleurs parfois d'une exigence administrative, hein, mais qu'il ait les ressources en temps et en expertise pour le faire. Sachant qu'au-delà de ce positionnement initial, au-delà du fait même de le réaliser, l'OF doit être en capacité, derrière, d'exploiter les résultats de ce positionnement dans une optique métier, pour justement pour justement pouvoir diagnostiquer l'écart entre les acquis du futur formé et ceux visés par la formation et ajuster du coup les parcours en conséquence. Or, cette pratique consistant à réaliser et exploiter les résultats d'un positionnement initial, est, en tous les cas, c'est ce que met en évidence cette étude, loin d'être généralisée. Si on prend l'exemple, assez archétypal finalement du projet de transition professionnelle, donc on est dans une formation longue, coûteuse, qui vient en appui à une démarche de reconversion et qui est très sélective, et donc comme je le disais, qui est assez coûteuse puisque sont pris en charge par les fonds mutualisés à la fois les coûts pédagogiques et la rémunération. Donc l'ajustement et la réduction du parcours renvoient à des enjeux qui sont vraiment pas neutres, en particulier en termes d'éligibilité des personnes et puis aussi de soutenabilité économique du dispositif. Et donc, on comprend bien que dans le cadre du PTP, la loi de 2018 ait instauré une évaluation préalable obligatoire à réaliser par l'organisme de formation. Or, plusieurs travaux, et en particulier des travaux conduits par la médiatrice de France Compétences, soulignent bien que ce positionnement, alors déjà, est réalisé de manière très inégale, et puis surtout qu'il conduit très rarement, en fait, à une réduction de la durée, alors même que certains salariés disposent de compétences qui pourraient justifier la réduction de cette durée. Et sachant que, c'est aussi, visible dans les travaux de la médiatrice, il y a plusieurs OF qui, de toute façon, vont chercher du PTP, du projet de transition professionnelle, et pour autant affirment, assez ouvertement, ne proposer que des parcours complets. Et là encore, hein, enfin, il ne s'agit pas du tout de porter un jugement de valeur, mais de comprendre le fondement de cette posture. C'est-à-dire que les OF qu'on a interrogés dans le cadre de cette étude expliquent bien qu'ils n'ont pas d'intérêt
qui n'ont pas intérêt économiquement à amender de ce point de vue-là leur modèle professionnel, puisque leur rémunération reste adossée en termes d'unité d'œuvre à l'heure de formation. Alors, on y reviendra sur cet aspect dans la troisième partie qui porte plus sur les pratiques des acheteurs, mais on comprend bien que du coup, si leur rémunération est indexée sur l'heure de formation, ils n'ont pas intérêt à réduire le parcours. Ce serait de ce point de vue-là pénalisant sur un plan économique. Et puis, en plus, le PTP représente souvent pour ces OF une part assez marginale dans leur chiffre d'affaires. Et contrairement aux associations de transition professionnelle qui gèrent donc le PTP, les autres financeurs, conseils régionaux, France Travail, OPCO, demandent pas nécessairement aux OF d'investir de manière très consistante cette étape de positionnement initial et d'en tirer les fils en termes de réduction de parcours. Sachant que ces exigences hétérogènes des financeurs n'invitent pas les organismes de formation à revisiter leur modèle professionnel pour réellement investir cette question du positionnement initial. Donc là, on voit bien que, certes, le positionnement initial et l'exploitation de ces résultats constituent une brique de cette individualisation, des parcours, qui peut être, entravée par, tous les éléments qu'on vient de citer. Alors, cette individualisation, elle est également, permise par la diversification des modalités pédagogiques, qui permet de choisir le format d'une certaine manière le plus pertinent, entre présentiel, distanciel, expérientiel et au besoin évidemment de les articuler, le plus pertinent en fonction de la nature des compétences qu'il y a à acquérir et en fonction des contraintes professionnelles et personnelles des formés et en fonction de leurs préférences en matière d'apprentissage. Or, l'élaboration de ces formations multimodales exige bien sûr une expertise en ingénierie qui n'est pas toujours présente dans les organismes de formation et que ces derniers ne sont pas nécessairement d'ailleurs en capacité d'acquérir ou de développer en interne, compte tenu de l'intensité des contraintes économiques et financières qui pèsent sur eux. Si on prend, quelques exemples, le recours au distanciel, dans bien des cas, peut s'avérer une solution, hein, pour des personnes qui sont empêchées physiquement d'accéder à une formation, au regard de leurs contraintes personnelles notamment. C'est en tous les cas, une réalité qui est confirmée par les OF qu'on a pu, interroger et puis c'est aussi une réalité qui ressort de nombreuses enquêtes, quantitatives, hein, qui ont pu être réalisées par ailleurs, par exemple sur les utilisateurs de formation du CPF, qui montrent que la possibilité de suivre la formation en distanciel, ressort comme un critère assez prégnant dans le choix des formations qui sont référenciées sur la plateforme, Mon compte, formation. Or, sauf à être sur une approche très technocentrée, donc peu attentive à la finalité pédagogique, faire basculer en distanciel une offre qui est initialement délivrée en présentiel, suppose un certain nombre d'interventions de l'organisme de formation, qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire, non pas seulement procéder à la mise en ligne des ressources, j'allais dire, pédagogiques, mais cela suppose aussi tout un travail de re-engineering, qui est d'ailleurs plutôt invisibilisé aujourd'hui, pour être en capacité de repenser les scénarios, les séquences de formation, pour installer des espaces d'accompagnement sur la prise en main technique des outils, d'accompagnement socio-pédagogique aussi, pour permettre un suivi individualisé des apprenants, pour permettre une appropriation, une consolidation des acquisitions. Donc tout cela demande une expertise en termes d'ingénierie de la part de l'organisme de formation pour justement offrir aux apprenants des modules accessibles en distanciel et donc adaptés à leurs contraintes, mais qui pour autant soient de qualité du point de vue de la fertilité des apprentissages. Et d'ailleurs, une étude quantitative qui avait été réalisée par le pôle évaluation du PIC, je crois me souvenir, pendant la crise sanitaire, et donc pendant la bascule un peu à marche forcée vers le distanciel, cette étude soulignait bien que les besoins des OF se situaient au moins autant du côté de l'acquisition de plateformes que du renforcement de leur expertise en ingénierie. Et ce besoin de monter en compétences en ingénierie, pour concevoir des parcours multimodaux est encore plus flagrant quand on interroge les OF qui sont tentés de se lancer dans, les formations en situation de travail. C'est-à-dire un format, alors, qui est bien sûr préconisé lorsque les compétences ne peuvent s'acquérir d'une certaine manière que dans la confrontation au travail,
mais qui est aussi préconisé dans une logique pardon, d'individualisation de l'accès qui peut être tout à fait vertueux pour désamorcer les réticences ou les résistances, en particulier de publics qui peuvent garder un souvenir un peu compliqué des bancs de l'école. Et donc, dans ce cas-là, l'OF peut être tenté d'aller sur de la formation en situation de travail et d'essayer de développer cette modalité pédagogique. Sauf qu'un OF ne s'improvise pas spontanément concepteur d'AFEST, d'action de formation en situation de travail, puisque l'AFEST suppose que l'OF soit en capacité, alors je ne vais pas énumérer toutes les dimensions que ça embarque, mais quand même pour le dire brièvement, l'OF doit être en capacité de pousser la porte de l'entreprise et de négocier avec l'employeur un aménagement à des fins formatives des situations justement de travail auxquelles sera confronté l'apprenant, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes de travail routinières de l'ensemble des organismes de formation. Cette action de formation en situation de travail suppose aussi de mobiliser un savoir-faire en analyse de l'activité réelle de travail pour à la fois pouvoir repérer les gestes, les raisonnements qui sont nécessaires à l'agir efficace et affiner les objectifs pédagogiques, et puis pour pouvoir concevoir des parcours qui intègrent des mises en situation de travail apprenantes, c'est-à-dire des situations de travail qui tolèrent un droit à l'erreur, qui permettent une progressivité dans la complexité des tâches, qui offrent la possibilité de s'entraîner aussi, et qui s'alternent avec des moments réflexifs de prise de recul sur le travail justement qui a été réalisé. Donc, toutes les conditions requises, en fait, pour que le travail soit formateur, ce qu'il n'est pas mécaniquement. Donc, on voit bien que individualiser les parcours en diversifiant les modalités pédagogiques et en proposant des formats alternatifs aux traditionnels face à face dans une salle de classe demande aux organismes de formation d'une certaine manière de déporter le centre de gravité du volet plus animation vers celui en amont de l'ingénierie et de la conception d'une formation. Alors, l'individualisation des parcours suppose également une capacité à faire des OF du côté non pas de l'ingénierie de la formation, comme on vient de l'aborder, mais plutôt en lien avec un changement de professionnalité des formateurs, au sens là pour le coup animation de la formation. Et en effet, il y a plusieurs OF qu'on a interrogés dans le cadre de cette étude qui expliquent avoir déjà engagé ce déplacement, hein. Mais d'autres aussi indiquent que pour aller vers davantage d'individualisation, il faut une montée en compétence des équipes de formateurs pour que ces derniers soient capables, alors premièrement, d'évaluer et d'accompagner chemin faisant les progrès et les difficultés des apprenants pour être en capacité d'ajuster les programmes, de différencier les exercices, de prévenir les abandons aussi, pouvoir éventuellement collaborer avec les acteurs locaux dans cette perspective-là. Et puis, pour que les formateurs, deuxièmement, soient capables, si l'OF opte pour une individualisation des parcours via un système d'entrée et sortie permanente, pour que les formateurs soient capables de s'adapter à des groupes changeants, tout en continuant à stimuler des coopérations entre pairs, ce qui n'est pas un exercice spontanément facile. Et ces pas de côté, à la fois en matière d'ingénierie, comme on l'a vu avant, des parcours, mais aussi d'animation des formations, ne renvoient pas, bien sûr, uniquement à des compétences individuelles. Ils s'inscrivent aussi dans des modes d'organisation interne au sein des organismes de formation qui appellent, du coup, par conséquence, à être également repensés, revisités. Et les OF interrogés alertent de ce point de vue-là sur leur capacité limitée à engager, à financer les investissements nécessaires à cet impératif d'individualisation et mentionnent toutes les contraintes organisationnelles et économiques associées à cette démarche. Et d'ailleurs, on a plusieurs OF qui, à l'occasion des entretiens, ont salué certaines initiatives des pouvoirs publics qui leur ont permis de franchir un seuil dans ce domaine. Alors, il y a 2 types d'initiatives qui ressortent en particulier des discours qu'on a pu recueillir. Premièrement, les appels à projets des PRIC, dont une des ambitions explicites, c'était justement de contribuer à la modernisation de l'appareil de formation, en particulier en direction des publics réputés éloignés. Et deuxièmement, les offres de services et d'accompagnement qui sont proposées par certains conseils régionaux pour aider les OF à redéfinir leur positionnement stratégique et renouveler leurs pratiques.
Alors, on va passer à présent à la troisième et dernière partie qui porte sur les aspects peu incitatifs pour l'individualisation des pratiques d'achat collective qui se réalisent donc à titre principal dans le cadre du marché public. Alors, au préalable, tout de même, un point important, il faut pointer qu'à un niveau très général, la dynamique qui a malheureusement de fortes probabilités de s'accentuer à l'avenir, la dynamique de contraction des fonds publics et des sommes allouées au marché, qui bien évidemment, freine potentiellement les investissements que sont susceptibles d'opérer les OF pour revisiter leurs pratiques, leurs équipements matériels et immatériels et tendre vers une individualisation plus marquée, des parcours de formation. Alors, ce préalable étant formulé, si on rentre à présent dans l'examen des pratiques d'achat, de nombreux enquêtés insistent sur le fait que l'unité d'œuvre majoritaire reste leur stagiaire. Alors, ce mode de rémunération présente certains avantages du point de vue, des financeurs, hein, qu'ils ont pu, nous restituer aussi. Premièrement, sécuriser l'usage des fonds en ne payant que les heures effectivement suivies et deuxièmement, inviter les organismes de formation à maintenir leurs efforts pour limiter les décrochages. Ceci dit, cette logique d'heures stagiaires comporte certains inconvénients également. 3 en particulier. Premièrement, leur stagiaire est adapté pour couvrir le coût variable de la déclinaison de produits de formation standardisés, mais ne permet pas forcément d'intégrer les coûts fixes d'ingénierie ou d'investissement que génère pour un OF le renouvellement de ses pratiques. Deuxièmement, la référence horaire pose difficulté aussi lorsqu'il s'agit de rémunérer des formations en situation de travail ou en distanciel, dont la traçabilité se prête mal justement à un décompte à l'heure et aux attestations de présence qui peuvent être traditionnellement demandées par les financeurs, même si la loi et les cadres réglementaires ont évolué de ce point de vue-là. Et puis troisièmement, on l'a déjà, abordé rapidement tout à l'heure, l'OF n'a pas forcément intérêt économiquement à réduire les parcours et va se retrouver d'une certaine manière en étau, enfin coincé entre 2 injonctions paradoxales. D'un côté, individualiser, donc notamment réduire ses parcours, notamment, hein, c'est pas la seule modalité de l'individualisation, mais c'en est une, et de l'autre, sécuriser son modèle économique et ses rentrées financières. Et pour dépasser cette difficulté, une piste, en effet, pourrait être d'accentuer le recours au forfait, lequel ne repose non pas sur la durée, mais sur les composantes de la formation et l'atteinte des objectifs. Mais la logique forfaitaire, pardon, est aussi décrite par les acteurs qu'on a interrogés comme assez complexe à déployer. Et cette complexité, elle est pointée à la fois par les financeurs, a fortiori évidemment si le financement couvre une prise en charge de la rémunération et pas uniquement des frais pédagogiques, et elle est pointée aussi par les organismes de formation qui invoquent notamment le caractère économiquement insécurisant du forfait quand il est déclenché par palier et quand il se traduit par une forme de saucissonnage du parcours et un conditionnement en fait du financement de chaque étape à l'atteinte de la suivante. Par exemple, si je prends l'exemple de la formation Cléa, les différentes étapes, c'est positionnement, stage, remise à niveau, élaboration d'un projet, obtention de Cléa et entrée en formation qualifiante. Et compte tenu de la volatilité des publics, dont certains, on sait bien, ont des difficultés avec des risques élevés d'abandon ou d'échec, on comprend bien que le forfait par palier peut en effet s'avérer pour certains OF relativement insécurisant. Donc on voit bien que, au final, les choses ne sont pas aussi simples que le laisse parfois entendre une représentation un petit peu manichéenne, un petit peu binaire, qui prêterait à leurs stagiaires tous les défauts et attribuerait à l'inverse au forfait toutes les vertus. La réalité est peut-être plus nuancée que ça, ce qui d'ailleurs, enfin toutes ces nuances, toutes ces complexités pourraient, contribuer à expliquer la relative inertie des pratiques, d'achat, hein. Une inertie dont on prend bien conscience quand on se plonge en particulier dans le rapport du CNEFOP de 2018 qui portait exactement sur ce sujet-là et qui apportait des résultats sur la réalité, enfin une description de la réalité des pratiques, finalement assez proche que celle que je suis en train de vous faire et qui ressort de l'étude qu'on a conduit, enfin qu'on a pilotée à France Compétences.
Alors, deuxième élément pas inintéressant, il porte sur la procédure des appels d'offres et surtout sur l'usage qui en est fait, qui là aussi, peut présenter, certains risques, qui sont pointés d'ailleurs tant par les financeurs que par les organismes de formation. Alors, je parle de l'usage, plus que du véhicule juridique en lui-même qui, en soi, ne ressort pas comme spécialement bloquant. Alors, au regard de cette question de l'individualisation des parcours, quelles difficultés, sont de manière finalement assez consensuelle mises en avant par les enquêtés, dans le cadre de cette étude? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs des personnes interrogées qui indiquent que la procédure des appels d'offres, a plutôt tendance à pénaliser les petites structures et donc y compris celles qui sont susceptibles de proposer des offres, individualisées. Et cela en raison, d'un niveau assez élevé des exigences formelles codifiées et en raison aussi de la taille assez, plutôt croissante des allotissements. Sachant que, ce que nous disent les financeurs de leur côté aussi, c'est que cette inclinaison à augmenter la taille des allotissements, et donc réduire corrélativement le nombre d'OF, s'explique aussi par, la volonté, bien légitime des financeurs de renforcer leur capacité de pilotage. Alors, face à cette augmentation de la taille des allotissements, une stratégie, pour les OF, peut consister à se regrouper, en fonction notamment, hein, de la complémentarité de leur expertise. Ceci dit, ça aussi ressort assez nettement du discours des OF, ces configurations partenariales sont pas toujours évidentes à installer, a fortiori dans un contexte de forte intensité concurrentielle. Le second risque, associé à la procédure des appels d'offres, c'est celui enfin qui est pointé par cette étude, c'est celui d'une sélection, qui serait fondée sur le prix, davantage que sur la qualité et le caractère individualisé des approches formatives. Même si, les financeurs, disent s'attacher à minorer le poids du prix dans les grilles de notation. Alors ce constat peut s'expliquer par une pluralité, une conjugaison de causes différentes. Premièrement, le caractère parfois très prescriptif et enfermant des cahiers des charges, qui vont plutôt du coup appeler des réponses, standardisées et qui vont de ce fait contracter l'espace dont disposent, les candidats pour démontrer leur créativité, pour, la singularité de l'approche pédagogique qu'ils se proposent de mettre en œuvre. Deuxième cause qui revient de manière, récurrente, c'est le fait que le périmètre couvert par le financement a tendance, en tous les cas, c'est le cas, de manière assez régulière, de ce que nous en disent les organismes de formation. Ce périmètre couvert par le financement a tendance donc à exclure des ingrédients qui sont, d'une certaine manière, périphériques à l'action, si on prend l'action au sens étroit du terme, à l'action de formation au sens étroit du terme, mais qui sont pour autant très contributeurs, fortement contributeurs, de l'individualisation. Ça va être la conception de l'ingénierie, ça va être le sourcing des candidats, le positionnement préalable, l'accompagnement pédagogique et social, l'aide à la recherche et au suivi dans le stage, l'organisation de l'évaluation finale aussi, ou l'appui à l'accès à l'emploi, enfin toute une série de prestations, d'actions, d'interventions qui, participent de l'individualisation, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans le périmètre, de ce qui est financé. Et par exemple, il y a plusieurs OF, là, dans le cadre de cette étude, qui mentionnent bien que le temps passé avant et après les cours, notamment pour, capter les candidats, hein, en se déplaçant physiquement, en bas des immeubles ou dans des lieux pertinents de ce point de vue, ou le temps passé dans, les accompagnements, tous ces temps ne sont pas nécessairement pris en compte pour la rémunération. Ce qui, peut sembler, un peu dommageable, en tous les cas ce qui semble dommageable aux yeux de plusieurs organismes de formation et ce qui aussi interpelle, les financeurs sur la cohérence entre ce qu'ils souhaitent acheter, effectivement, et la manière dont ils définissent le périmètre des prestations qui sont effectivement financées. Alors un 3e élément, est invoqué, par les enquêtés pour expliquer cette primauté au final du prix par rapport à des offres, qui seraient plus qualitatives et plus individualisées, c'est la sous-exploitation des possibilités d'audition. Sachant que les acheteurs justifient,
cet état de fait par la charge de travail, tout simplement, que ces soutenances généraient, et puis la crainte aussi de s'exposer au risque juridique d'un traitement inégalitaire des candidats. Mais du coup, la conséquence de cette absence d'audition, c'est qu'elle façonne, d'une certaine manière, un appariement à distance et empêche les OF de défendre en direct, à l'oral, la manière singulière dont ils projettent d'individualiser les parcours, ce qui peut constituer, de leur point de vue, une entrave à cette individualisation des parcours et au fait d'être retenus à l'aune de leur capacité à s'engager dans ce type de pratique. Alors, ce qu'on peut dire aussi enfin, c'est que l'individualisation des parcours semble, dans ces processus d'achat collectif, semble un point relativement aveugle, aussi bien pendant l'exécution de la commande qu'au moment de son évaluation. C'est-à-dire que premièrement, pendant la réalisation de la formation, il est assez rare que les financeurs ajustent la commande et en particulier ouvrent des opportunités d'individualisation en fonction des aléas qui n'auraient pas été anticipés en amont, en fonction des besoins qui pourtant se transforment ou peuvent se révéler au fil de l'action. Et cet ajustement au fil de l'eau de la commande est d'autant plus rare dans les cas où cette adaptation aurait des incidences sur la volumétrie des bénéficiaires, sur les coûts unitaires ou menacerait l'égalité de traitement entre différents attributaires. Et là encore, hein, le problème n'est pas à proprement parler juridique. C'est-à-dire que modifier le contenu initial de la formation qui a été achetée est praticable d'un point de vue strictement juridique. Mais l'ampleur des contraintes qui en résultent peut être par contre jugée assez dissuasive. Ce qui explique d'ailleurs que certains acheteurs, pour des formations bien circonscrites, vont s'orienter vers d'autres cadres, type SIEG, type subvention, qui offrent peut-être, en tous les cas, c'est comme ça que ça peut être, appréhendé par certains, qui offrent peut-être davantage de souplesse pour susciter des dynamiques de co-construction, pour installer un dialogue de gestion, pour expérimenter de nouvelles ingénieries et pour associer aussi les organismes de formation à des initiatives de capitalisation, de mutualisation de leurs pratiques. Ceci dit, et j'introduis tout de suite un bémol à ce que je viens d'avancer, il faut être aussi prudent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément idéaliser la valeur intrinsèque de ces formats contractuels qui seraient alternatifs au marché public, au sens où, pour caricaturer, il peut y avoir de très bons marchés comme il peut y avoir de très mauvais SIEG, et que la question se loge peut-être moins dans le véhicule juridique que dans l'usage qui en est fait. Et enfin, dernier aspect qui concerne précisément les pratiques à l'œuvre dans la plupart des achats collectifs et sur lequel je voudrais insister aussi, plus sur l'aspect évaluation. C'est-à-dire les objets sur lesquels porte le bilan et l'évaluation de la formation qui a été réalisée ont plutôt tendance à laisser également dans l'ombre les efforts qui sont déployés par l'organisme de formation pour individualiser les parcours. Je m'explique, c'est-à-dire que les objets qui sont appréciés et évalués vont être plutôt, d'un côté, la bonne exécution de la prestation et puis le contrôle aussi des pièces, hein, qui attestent que le service a effectivement été réalisé, et de l'autre, des indicateurs plutôt chiffrés sur, finalement les performances en bout de chaîne de la formation, donc les sorties positives pour reprendre l'expression qui est consacrée. C'est-à-dire, les indicateurs de taux d'accès à l'emploi, plutôt à court terme d'ailleurs, éventuellement des indicateurs autour de l'obtention de la certification. Mais cette évaluation va rarement porter, sur la valeur ajoutée des pratiques d'ingénierie et pédagogie qui ont pu être éprouvées sur le terrain pour stimuler les apprentissages et pour les articuler au plus proche des besoins des formés et donc pour permettre cette dynamique d'individualisation. Sachant que plusieurs OF dessinent comme piste d'amélioration pour l'avenir, non seulement que ces aspects soient examinés d'un point de vue évaluatif,
mais aussi, ça a été mentionné par plusieurs des enquêtés, que ces aspects donnent lieu à des échanges de pratiques qui, potentiellement d'ailleurs, pourraient gagner à croiser le regard et l'expertise de plusieurs organismes de formation. Sachant, et je conclurai là-dessus, que, les financeurs pourraient aussi utilement profiter de ces espaces d'échange pour accéder, quant à eux, à une meilleure connaissance des composantes et des conditions de fabrication d'une offre qui individualise les parcours. Par exemple, on a beaucoup de formateurs, dans le cadre de cette étude, qui reprochent aux commanditaires une tendance à, par exemple, sous-estimer le coût de revient d'une formation digitale ou en situation de travail, ce qui les oblige à invisibiliser une partie de leurs investissements, matériels ou immatériels. Et de leur côté, certains financeurs méconnaissent, que la formation à distance, en fait, recouvre c'est un mot, mais ça recouvre une très grande variété de pratiques qui ne se limitent pas à des sessions asynchrones en ligne, sans accompagnement, avec un risque très élevé de décrochage, en particulier pour des publics fragiles. Il y a d'autres usages didactiques nettement plus vertueux des technologies qui peuvent se déployer, mais qui supposent aussi derrière des investissements humains, matériels assez conséquents. Alors, l'enjeu, ce serait pas nécessairement, bien sûr, que, les financeurs, les acheteurs, pardon, deviennent des spécialistes des experts de la pédagogie, hein, c'est pas la question, mais peut-être qu'ils montent en puissance sur le métier de la formation, dans l'objectif d'être davantage en capacité, justement, de porter un jugement, de discriminer, de piloter les offres non pas seulement au regard du nombre de places ou de la couverture territoriale ou du calendrier, mais aussi à l'aune de la qualité pédagogique des prestations et de ce que cela, pardon, suppose. Et en effet, ça, c'est potentiellement un aspect qui pourrait, à l'avenir être davantage, développé avec, des effets escomptés, me semble-t-il, plutôt positifs. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais m'arrêter là peut-être. Merci Béatrice. Merci beaucoup hein, pour cette analyse très, très systémique hein, que tu nous apportes. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour poser Natacha? Natacha. Je vous propose de vous présenter à chaque fois avant de poser votre question. Avec plaisir. Je enlève ma petite main. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je suis Natacha Ducates, présidente fondatrice de Syneliance, qui est un organisme de formation qui a une expertise qui est l'accompagnement de la formation en situation de travail. Moi, j'ai deux questions, une question remarque et une question. En fait, par rapport aux problématiques des financeurs, il nous est arrivé, donc quand nous faisons de la formation en situation de travail, c'est une chose, on fait aussi de la formation de formateurs externes, mais qui viennent en intra-entreprise, pour le coup. Donc, on ne fait pas de formation sur catalogue ou quoi que ce soit. Et ça nous est arrivé d'avoir des retours de financeurs qui nous disent bien, ça ne correspond pas aux standards du marché. Donc, ce qui vient en contradiction avec l'individualisation des parcours. Donc, que répondre à ce genre de choses et comment faire? Et puis, deuxième chose, par rapport au taux horaire qui peut être une problématique et qui vient confronter les organismes de formation et les limiter, j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas si c'est une impossibilité légale, mais en tout cas, les financeurs ne font jamais de financement partiel. Or, pourquoi ne pourrait-il pas dire, je ne sais pas, on présente, alors que ce soit en termes d'heures notamment, hein, de dire, voilà, vous présentez 300 heures, nous, pour des raisons qui nous appartiennent, peut-être leur standard du marché d'ailleurs, on ne peut vous financer que 30 heures. Alors, dans ces cas-là, au niveau des aides, ça leur pose problème, et bien, ils demandent de tout refaire une ingénierie, quitte même à ce qu'on fasse un programme de 30 heures qu'on présente, et puis les 270 heures que le client est tout à fait prêt à payer, eh bien, il faut lui faire notre convention, un autre programme, enfin bref. Pourquoi cela? Est-ce que c'est une obligation légale ou voilà. Voilà. Merci beaucoup.
Élodie, tu veux que je rebondisse au fil de l'eau ou on prend Oui, plusieurs remarques? bon. Comme tu veux. Oh, je crois que c'est peut-être plus facile pour toi de rebondir au fur et à mesure. Et puis comme ça, ceux qui ont des questions similaires réorienteront les contenus. Oui, bah, juste dire, enfin, je vais complètement dans votre sens, hein. En effet, on voit bien que quand même les modalités d'achat par plusieurs, en tout cas telles qu'elles existent aujourd'hui, peuvent s'avérer un peu orthogonales avec, des formats, type Afest, qui par construction sont, dans une logique de sur-mesure, et qui peuvent pas aussi il y a ça, il y a pas, il y a plusieurs aspects, mais, heu déjà, dans le cadre de la FEST, toute la partie ingénierie qui consiste à analyser le travail, à construire le parcours, à identifier des situations apprenantes et cetera, de toute façon est un point aveugle du périmètre qui est financé, par des pratiques, traditionnelles. Donc il y a ce 1er volet et le deuxième volet que vous indiquiez complètement, c'est le fait que, les financeurs, enfin les logiques gestionnaires, normées, peuvent, supposer d'être, sur une, d'avoir tout bouclé a priori, d'avoir tout défini, en termes de rythme, de format et cetera dès le départ. Or, la FEST, comme d'autres formations, mais la FEST en particulier, elle nécessite un ajustement au fil de l'eau et donc une souplesse aussi dans la manière dont, le cadre gestionnaire de traçabilité et de financement derrière va venir attraper et regarder cette formation-là. Alors juste, je précise, on n'était pas dans le cadre de la FEST, on était dans le cadre de formateurs externes en intra-entreprise. Donc, c'est pas Oui, c'est encore d'accord. une autre, je sais pas si Oui, on tout peut à parler fait. de modalité pédagogique, mais c'est un autre cadre, c'est-à-dire que voilà. Et là, on a ce genre de réponse aussi qui est de dire on n'est pas dans les standards du marché, mais c'est justement le besoin du client en l'occurrence. Et lorsqu'on s'adapte, eh bien, et là, je peux entendre, c'est tout à fait entendable pour des logiques budgétaires notamment, que le financeur ne puisse pas aller à certains volumes d'heures. Ça peut être aussi des périodes de l'année qui font que, mais de tout refuser de but en blanc ou de demander de tout refaire parce qu'il faut découper un module, enfin, il faut découper selon leur volume d'heures, je trouve que c'est laborieux et c'est pas pertinent, quoi. Voilà. Jean, tu as une question, je te laisse te présenter Oui, avant. donc je suis consultant indépendant depuis 15 ans. Je suis administrateur de NOA, ex-FFOD. Et merci pour cette présentation tout à fait riche, hein, cette approche systémique qui montre la complexité des différents éléments qui freinent le développement de l'individualisation. Moi, j'ai un autre regard, hein, peut-être 40 ans d'expérience, une expérience au sein d'un réseau qui a nativement mis en place non seulement l'individualisation des parcours, mais aussi la personnalisation de l'accompagnement, qui me semble un élément déterminant quant à la qualité de cette mise en individualisation. C'est qu'en fait, nous sommes aujourd'hui encore sous un poids culturel du modèle scolaire. Voilà. Et que pour expliquer les trois parties, Béatrice, que vous avez parfaitement développées, il faut peut-être revenir en arrière sur comment est née l'éducation permanente à partir de l'éducation populaire, comment on est passé sur les apprentissages tout au long de la vie, et comment on a du mal à passer sur le concept et les pratiques d'apprenance. Et donc, je tiens à saluer les enseignants et les enseignantes qui m'ont appris à lire, écrire et compter, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème culturel fort où les décideurs, qu'ils soient financeurs, prescripteurs ou certificateurs, même s'ils ont des discours tout à fait intéressants, au fond d'eux, ne souhaitent pas donner une liberté à l'apprenant, une liberté à l'équipe pédagogique, une liberté aux responsables d'organismes de formation sous une forme de contrôle lié à un poids culturel de l'école qui évolue, mais qui n'évolue pas, je pense, aux éléments de notre société au XXIe siècle. Donc pour moi, après 40 ans d'expérience, je pense que la difficulté est d'abord d'ordre culturel.
C'est intéressant. Béatrice, tu veux rebondir là-dessus? Oui, moi, je me aligne complètement avec ce constat. Je le partage largement et en effet, je trouve que ce poids culturel dont vous parlez qui crée un peu, effectivement, comment dire, Un un allant, environnement un allant, macro qui s'invite complètement dans ces pratiques, enfin qui va se décliner dans les pratiques d'examiner ensemble et qui, à mon sens, se décline sous deux formats. Il y a celui que vous indiquez d'avoir tendance à étouffer la marge de manœuvre des organismes de formation dans la manière de vouloir développer des pratiques qui sortiraient du cadre. Et puis, il y a aussi dans cet héritage culturel la représentation selon laquelle il y aurait une représentation très clivée et très hiérarchisée des savoirs, avec d'un côté des savoirs nobles, théoriques, qui seraient délivrés par des organismes de formation, et de l'autre des savoirs moins nobles, moins dignes, qui seraient les savoirs d'action qu'on pourrait acquérir dans une confrontation à l'expérience professionnelle, par exemple. Je partage totalement le poids du savoir académique, pour être précis. Tout à fait. Ouais. Stéphane, j'imagine que sont des sujets aussi Oui. qui t'animent. Oui, qui m'anime. Et alors, évidemment, comme j'aime bien chicaner, je vais dire qu'il y a quand même, sans doute qu'il y a cet effet-là, hein, on est bien d'accord. Encore que, on peut observer aussi du côté de l'école des pas vers la formation professionnelle des adultes. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu plus compliqué que le modèle qu'a indiqué Jean. Je pense que c'est un peu plus complexe, à mon avis. Mais bien sûr que ce poids-là, il pèse. Mais je pense qu'il y a aussi un autre mouvement qui est inverse, qui est une forme de néoconformisme lié à la compétence. C'est-à-dire que le fait de dire on va régler le problème avec la compétence, tu as signalé, Béatrice, à certains moments qu'il y a un lien étroit. En tout cas, nous, au CNAM, on fait un lien étroit entre analyse du travail et développement des compétences. Mais bien sûr que, on le sait bien, la très grande majorité des usages du modèle compétence, aujourd'hui en France, dans les organismes de formation, dans la tête des financeurs, dans la tête des différentes institutions, est un modèle qui est détaché totalement de la question du travail. Et donc, je pense que ça crée une autre forme de conformisme, et qui n'est plus scolaire cette fois-ci, ou plus exactement, qui est récupéré par le monde scolaire. Ils ont bien tort de prendre ça, ils pourraient prendre d'autres choses intéressantes, mais pas ça. Et donc, voilà, donc on est, je trouve, un peu au milieu du gué, un peu au croisement de ces deux choses-là, quoi, voilà. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que moi, je suis un vieux formateur avant d'être enseignant, et j'ai vécu des dispositifs de formation avec des positionnements, des individualisations très fortes de parcours, etc. Et effectivement, ça reposait, la réussite de ça, et parce que c'était vraiment opérationnel, reposait sur le fait qu'effectivement, il y avait une forme de contractualisation avec des financeurs. À l'époque, c'était une région qui imposait, à l'époque, pour accepter de financer la formation, imposer qu'il y ait une véritable individualisation des parcours, quoi. S'il n'y avait pas d'individualisation de parcours, il n'y avait pas de financement. Et donc, ça a incité certains organismes qui en avaient les moyens à le faire, et c'était très intéressant à vivre. Voilà. Quelle Je région? m'arrête là. C'était la région Limousin à l'époque, mais c'était ancien, hein. C'était au siècle dernier, quoi. J'aimerais bien rebondir aussi, mais je vais laisser Patricia, qui a levé la main, de poser ses questions avant de réagir. Patricia? On vous entend pas. Votre micro est est éteint. J'ai fait la caméra, Vous mais présentez, le micro. Donc, je suis Patricia, je travaille dans un organisme de formation, c'est une double structure, organisme de formation et CFA, CFA historique. Dans le Bouches-du-Rhône, voilà. Là où je voulais intervenir sur plusieurs choses, c'est juste vous dire que l'individualisation des parcours dans notre organisme, moi, quand j'ai commencé comme formatrice, je suis responsable pédagogique. Quand j'ai commencé il y a 30 ans dans cet organisme comme formatrice, on montait ça, où on a organisé des parcours où les gens en entrée-sortie permanente, c'était du temps des CFI, je ne sais pas si vous vous rappelez. Où on organisait en fait les emplois du temps en fonction des validations que permettait le CFI à l'époque et le découpage des CAP par petits modules, par petits morceaux. On a organisé, et depuis on est resté sur ce schéma-là, même si les choses ont évidemment évolué puisque le CAP n'est plus découpé. Et on faisait des entrées-sorties permanentes. Et à l'époque, l'Éducation nationale nous disait qu'on n'était pas sérieux.
qu'on ne pouvait pas travailler avec des groupes. Et on avait des inspecteurs qui venaient nous voir régulièrement, nous expliquer que franchement, on n'était pas professionnels du tout. Donc, je raconte ça parce que les choses donc évoluent, hein, puisqu'aujourd'hui on se parle d'individualisation des parcours, mais je voulais revenir sur le financement de la formation. Effectivement, moi je crois que le financement aujourd'hui de la formation, nous, en BACA, on est financé essentiellement par heures stagiaires, ne nous permet pas, enfin en tout cas, ça nous demande des efforts sur nos deniers de pouvoir faire, de continuer à faire de l'individualisation. Et je ne parle pas de l'accompagnement. Un apprenant qui n'est pas là, ça veut dire qu'on n'est pas payé. Et pourtant, c'est celui-là qui va nous demander le plus de travail et le plus d'énergie. Parce qu'on va aller le chercher, parce qu'on va avoir des entretiens individuels, ce qui n'est pas pareil, ce n'est pas le même coup que quand on en a 15 en face de soi. On va aller faire un pontage avec l'assistante sociale, avec l'éducateur, avec les parents, avec etc. C'est celui qui va nous demander le plus de travail. Et ça ne nous est pas payé. Au contraire, c'est zéro. C'est même pas un peu, c'est zéro. Et moi, je trouve ça vraiment dommageable parce que ça n'incite pas effectivement les OF à continuer à faire ça. Voilà. Et puis, pour revenir sur comment on conçoit la formation et les chocs culturels entre les savoirs académiques et les savoirs du travail, effectivement, quand on aura compris que concevoir une formation, c'est d'abord analyser le travail en vrai, et y compris avec nos apprenants. Donc, du coup, là, moi, ce qui me faisait écho, c'était évaluation sommative et formative. Parce que oui, nos apprenants, ils ont intérêt aussi à pouvoir analyser leur travail, celui de l'entreprise, qu'est-ce qu'on leur demande, les attendus, les critères d'évaluation. Et même en CAP, ils devraient pouvoir avoir la maîtrise de ça. Aujourd'hui, ça aussi, ça n'est nulle part. En tout cas, ce n'est pas du tout une exigence. Du moment qu'ils aient réussi à l'examen, eh ben, ça suffit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En complément, hein, si je peux rebondir là sur les différents propos qui viennent d'être tenus, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au-delà des freins liés aux pratiques d'achat, tu as évoqué hein, l'expression des financeurs hein, sur, j'allais dire leur complexe, en tout cas sur cette absence d'expertise évoquée hein, sur la formation. Et c'est vrai que parfois, il y a une sorte de mystification hein, de ce qu'est la pédagogie et que les acteurs qui sont pas dedans expriment très fréquemment cette, je sais pas, cette crainte, et ça, je trouve c'est intéressant que ce soit évoqué. Et en même temps, tu évoques aussi, hein, du coup, l'absence d'audition. Et pour moi, tout ça relève de la même chose, c'est-à-dire quand même d'une marchandisation de la formation qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette posture très rigide hein, de financeur prestataire de services et qui, de fait, est une entrave à l'échange, à la construction collective. Et je me disais que voilà, que tant qu'on considère la formation hein, comme un service purement marchand, plus on empêche ce partage d'expertise et cette montée en compétences collectives. Et je me dis que tant qu'on reste dans ces schémas-là, je pense qu'on peut refaire le même webinaire dans 10 ans, rien n'aura beaucoup bougé. Et ça renvoie, il me semble, à une responsabilité collective. Et il y a un deuxième sujet qui est complètement lié, c'est celui les organismes de formation, tu l'as dit, hein, là, je pense que la période qui s'ouvre, elle n'est pas très rose. Il va évidemment y avoir une contraction des financements. En même temps, alors du fait de cette contraction, mais aussi hein, de l'absence de visibilité, qui est quand même là aussi liée aux pratiques d'achat, on voit bien chez les organismes de formation, bien sûr, des freins, tu l'as dit, à l'investissement, des freins à la professionnalisation de leurs équipes, mais surtout, ils sont confrontés, comme d'autres employeurs, à des difficultés de recrutement de formateurs. Et puis le formateur lui-même et l'ingénieur pédagogique sont aussi, enfin, on est de plus en plus dans des modèles de prestation de services.
Donc, comment, dans ce contexte, accompagner la professionnalisation interne et comment, dans ce contexte, comme tu l'as dit, comment on peut repenser l'organisation? Ça reste très compliqué. Donc, là aussi, pour moi, la question, enfin, ça me paraît essentiel que la question soit posée dans le cadre d'une responsabilité collective, décideurs, financeurs et opérateurs. Bon, c'est pas tout à fait une question. Bah, c'est tout C'est une l'intérêt. remarque Non, mais en t'as raison. rebond. Ouais, tout à fait. Moi, je partage complètement. Et c'est tout l'intérêt de ce type d'approche un peu systémique. À la fois, on rentre pas dans le détail, mais au moins, ça nous donne une cartographie problématisée un peu surplombante, ce qui permet, comme tu dis, de désigner des pistes d'amélioration qui sont nécessairement de l'ordre d'une responsabilité collective. Alors, il y a Guillaume qui souhaite poser une question aussi. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation qui était intéressante. Moi, je me présente, je suis étudiant, ça se voit peut-être pas, au CNAM, voilà, sous la responsabilité de Stéphane Ballas, ici présent, en Master 2 CIDC. Et je suis aussi en activité chez Arte France sur une partie accompagnement, support, formation. Donc un peu en lien avec cette problématique et avec la problématique du marché public. Moi, j'ai été, la conclusion qui est portée, à savoir la rencontre et l'échange entre les financeurs et les OF me paraît intéressante. D'autant plus que quand j'écoute les témoignages des autres personnes, il y a, alors ça va peut-être être un petit peu scolaire ce que je vais dire parce que je suis étudiant, mais voilà, il y a quelque chose effectivement de l'activité réelle qui a l'air de s'ignorer entre ce que c'est qu'un formateur aujourd'hui et ce que c'est qu'un financeur qui doit générer du marché public. Et du coup, je me demandais, moi j'avais une question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces moments d'échange entre financeurs et OF? Est-ce que le rapport et l'étude prévoient aussi des premières pistes opérationnelles de ce qui se passe dans ces moments d'échange? Voilà. Faut que je réponde. C'est compliqué. Dis-nous ce qu'il y a dans la boîte oui, noire. c'est ça. Alors, déjà, ces réunions, même si elles sont ces espaces de confrontation, d'échange de pratiques entre des offreurs de formation et des financeurs, c'est pas non plus qu'une fiction. Enfin, ça existe dans certains endroits, et ça a fait ses preuves dans la manière dont ça produit des choses positives. Après, c'est sans doute, et c'est ce que préconise en effet cette étude, insuffisamment généralisé. Alors ça, c'est une première manière de répondre. La deuxième qui est plus sur, du coup, comment on s'organise pour que ce soit le cas et où se loge opérationnellement un peu le pilotage de cette responsabilité collective d'une certaine manière. Ça, pour le coup, j'ai pas de réponse toute faite, si ce n'est que, mais là, pour le coup, j'engage que moi et pas forcément l'institution dans laquelle je travaille, mais il me semble que France Compétences pourrait être un lieu dans lequel on puisse organiser, installer ces pratiques d'échange et de confrontation des points de vue offreurs-financeurs, d'autant plus que France Compétences, et ça pour le coup c'est une mission légale, est censée produire des recommandations sur des aspects très génériques autour de la qualité des formations, autour de la valeur ajoutée des actions, etc. Et jusqu'à présent, les recommandations formulées par France Compétences portent exclusivement sur soit les critères de priorisation du PTP, de l'éligibilité au PTP, et surtout sur les niveaux de prise en charge dans le cadre des contrats d'apprentissage. Mais on n'a pas encore, et je pense que ça c'est devant nous et ça pourrait être vraiment une piste intéressante, formuler des recommandations d'ordre plus général, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs adressées à une évolution, une refonte du cadre normatif ou réglementaire, mais qui peuvent concerner ce qu'on appelle plus de la soft law, enfin qui peuvent davantage s'adresser aux pratiques des acteurs et comme disait Élodie tout à l'heure, de l'ensemble des acteurs de la chaîne, c'est-à-dire qui pourraient être adressés aussi bien à des offreurs de formation qu'à des financeurs. Et si en effet le point de départ c'est une discussion partagée entre ceux-là, ça pourrait être intéressant.
En complément, et Bernard, je te laisse tout de suite la parole. En complément à ce que tu disais, effectivement, hein, il y a des espaces, il y a des acteurs qui ont des pratiques hein, comment dire, visée collaborative et co-constructive, je dirais. Il me semblait aussi avoir observé dans certaines institutions, les régions, je n'en nommerai aucune, d'avoir aussi parfois des écarts, hein, c'est-à-dire des équipes dans les directions, au sein des directions formation qui sont en lien avec les organismes de formation, qui créent ces espaces d'échange, mais finalement la pratique d'achat de formation, elle se joue dans un autre département. Et là, on voit bien qu'il y a du coup un décalage, un total hein, d'expertise, de vision, et je crois que ça a été aussi une évolution ces dernières années dans certaines régions hein, d'opérer ce clivage très fort. Bernard, je te laisse. Oui, 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 c'était pour apporter ma pierre à l'édifice. Et comme je ne fais pas partie de France Compétences et que j'ai pu assister à pas mal de ces réunions entre financeurs et organismes de formation, je voudrais simplement ajouter qu'à chaque fois, peut-être qu'il y a une étude qui serait à faire, l'individualisation de la formation, mais l'individualisation des prises de responsabilité de la part des acheteurs, puisqu'à chaque fois, c'était en fonction de qui on avait en face, du directeur qui était en face ou de la directrice qui était en face, de la compréhension qu'il avait de sa propre formation et de son histoire dans la formation professionnelle et dans l'emploi. Et donc, en fonction d'où il venait, il ne comprenait rien ou il comprenait. Et à partir de là, les décisions en découlaient. Voilà. Ça, tu peux pas le dire. C'est de la personnalisation, c'est pas de l'individualisation. Oui, aussi. Et effectivement, quand Stéphane, tu parlais de la logique compétence, effectivement, ce que je peux constater par le travail en cours, tu connais, c'est qu'en fait, cette problématique dont tu parles entre la logique compétence et les activités de travail, eh bien, c'est une logique que je commence à voir qui différencie l'approche du champ emploi-formation qui parle beaucoup de compétences et l'approche des responsables d'entreprise et dans les entreprises qui parlent quasi pas de compétences, sauf dans les très grosses parce qu'elles ont des intérêts, mais qui parlent de l'activité de travail et des personnes au travail, mais pas de la logique compétence autant que ça. Et peut-être qu'il y a aussi des mondes qui se séparent là, entre d'une part les entreprises et d'autre part le champ emploi-formation. Oui, puis juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Bernard, moi, il me semble que par rapport à cette dialectique, la compétence, situation de travail, la question, c'est pas tant de les opposer en C'est ça. choisissant un monde plutôt que Exactement. l'autre, mais c'est au contraire d'introduire un lien C'est ça. et logique et fonctionnel entre les deux. C'est-à-dire que de considérer que la brique de base, c'est l'analyse du travail et C'est ça. et une éventuelle description des compétences n'est qu'un prolongement de cette analyse du travail. Mais si elle est court-circuitée, c'est dans ce cas-là où la compétence devient une coquille vide C'est ça. se situe que sur un registre incantatoire et peut même être contre-productive dans ce qu'elle génère. Et ça, on le voit bien dans les référentiels de certification qui arrivent à France Compétences, notamment pour les certifications professionnelles, où on a des très beaux référentiels de compétences. Sauf que, ils ne partent pas d'une analyse du travail. Ils sont qu'une Voilà. retraduction d'une ingénierie de formation dans un langage compétence. Mais, de ce point de vue-là, on est purement dans de l'habillage sémantique et donc on ne s'inspire pas de la réalité des activités de travail. Je traite ça en permanence aujourd'hui, je suis à 200% d'accord. Et c'est pas pour rien si au CNAM, on propose l'entrée par l'activité, notamment dans les sciences sociales, c'est pas pour rien. Mais, voilà. Bien vu. Il y a une proposition là dans le chat qui me paraît intéressante parce que parfois je me dis que pour convaincre, parce que là on a des échanges très riches et je pense on est nombreux à partager sur le fond, mais la question c'est comment comment on véhicule ces messages, cette vision. Et là c'est Alexandra qui dit mais pourquoi pas avoir une estimation des coûts financiers du manque d'individualisation. Alors, moi, j'ai le souvenir d'un très beau projet, excusez-moi pour la parenthèse, mais d'avoir travaillé pendant quelques années sur la lutte contre l'illettrisme. Et à un moment donné, on est passé par l'estimation des coûts hein, du point de vue de l'entreprise pour convaincre l'entreprise de s'engager véritablement sur le sujet. Et je me dis que peut-être que avec eux, pas contre eux, avec les financeurs, on aurait peut-être aussi à investiguer
un civique. Ça serait quoi un monde? Ça serait quoi comment dire, le véritable déploiement d'individualisation dans les formations? Comment ça impacterait positivement alors voilà, le développement des territoires, des individus, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose à jouer aussi autour de ça. Globalement, dans la formation, on se pose rarement la question sous l'angle économique. On n'a pas d'économistes experts dans notre champ et je me dis que parfois ça apporterait aussi un éclairage intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah si, Natacha. Oui, moi j'ai une remarque en fait, c'est que dans le contexte dans lequel on est, avec cette attente d'individualisation des parcours, donc qui finalement on constate qu'elle n'est pas bien acceptée, faite, avec tout le numérique et tout l'accès à l'information et finalement à l'auto-formation qui existe de plus en plus, je pense que de la même manière où après 20 ans, voire, il y a eu une prise en considération de la formation en situation de travail, je pense qu'à un moment, il va être nécessaire de voir de quelle manière l'auto-formation doit être prise en charge et doit être prise en considération quand est-ce qu'elle est... parce que ça, c'est un investissement du professionnel et qui peut se faire pendant son temps de travail. Et à un moment donné, ça va se poser aussi. Et aussi par rapport à... je me souviens, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans de cela, plus de 15 ans même, je pense, avoir lu un rapport, il me semble, de Dominique de Villepin, sur les aides aux ressources humaines, les subventions aux ressources humaines. À l'époque, il y avait encore des aides autres que la formation. Et je me souviens qu'en préambule, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'il disait qu'il n'y avait que deux objectifs, c'est l'augmentation de l'emploi et de l'employabilité. Et que revenir à ce point-là, à ces deux points-là, augmentation de l'emploi et de l'employabilité, et véritablement vérifier, je ne sais pas de quelle manière, enfin, il y a un certain nombre de possibilités, hein, eh bien, ça ramènerait aussi à quelque chose qui répondrait peut-être aux problématiques des entreprises qui sont orientées vers la tâche, et puis en même temps des financeurs et de France Travail notamment, puisque l'objectif, c'est que les gens soient au travail. Donc voilà. Merci. Stéphane, tu veux poser une question ou rebondir? Je sais pas. Non, c'est une très courte réaction. Prendre en compte l'auto-formation et tout ce que savent les gens, ça s'appelle la formation professionnelle des adultes. Et ça fait environ 50 ans que c'est à l'œuvre, quoi. Donc, effectivement, il faut sortir d'un modèle qui ne prend pas en compte les spécificités de l'adulte en formation, qui effectivement va beaucoup apprendre à l'extérieur de nous. Et nous, formateurs, si on n'est pas capable de comprendre ça, on est mort. Et on était mort il y a 20 ans, mais alors aujourd'hui, avec ChatGPT, on est carrément carbonisé, quoi. Voilà. On le partage. Hein. Patrick, moi, tu veux rebondir? Mais moi, je trouve intéressant dans ce que j'ai entendu. D'une part, je mettrai en relation. On m'entend bien? Ça va. Maintenant, oui. Excuse-moi, je remets le micro. Oui, je me dis finalement, on part d'individualisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on rapporte sur soi. Et on se rend compte que finalement, ce qu'on met en œuvre, c'est plutôt des environnements apprenants. C'est-à-dire qu'on quitte, enfin, il y a l'idée, c'est pas parce que je me forme pour moi dans la singularité de mon parcours que pour autant que ce qui va se mettre en œuvre, au contraire, c'est toute une ingénierie qui remet des accompagnements, ne serait-ce que dans le positionnement, qui remet des accompagnements dans les apprentissages, hein, qu'on parle de la FEST ou autre. C'est-à-dire que finalement, on se rend bien compte que la logique de l'individualisation ne se traduit pas par un parcours facile et simple,
et qu'au contraire, ça mobilise des accompagnements, ça mobilise beaucoup, j'allais dire, d'activités un peu systémiques, d'environnement capacitant, etc. Et on comprend bien que la logique normative, qui elle est linéaire, ne rentre pas bien là-dedans. Hein, je pense que, et c'est ça dont vous parliez de changement de culture. Mais je pense que c'est ça dont il faut prendre conscience, c'est-à-dire que l'individualisation, c'est beaucoup de choses autour, et qui n'est pas simplement l'idée de répondre à un manque de compétences d'une personne. On voit bien, enfin moi je pense que c'est peut-être qu'on le retravaillera lors de la seconde séance, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est en jeu, et que quelque part, chez les institutionnels, peut-être il y a une confusion normative qui consiste à penser que d'une certaine manière, il faut faire l'économie de tous les écosystèmes qui sont autour et dont vous montrez qu'ils ont un coût d'abord financier, qu'ils ont un coût humain, hein, d'ingénierie et d'implication d'acteurs en système. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui semble intéressant à approfondir, parce qu'on a l'impression que l'individualisation donne une certaine, j'allais dire, direction, et on se rend bien compte qu'il y a plein de bifurcations, dont vous avez, Béatrice, montré tout l'intérêt de l'analyse, en tout cas. C'est un beau mot de fin, je trouve. Sans être d'accord. Je vous propose de nous retrouver le 16 janvier pour ceux qui peuvent, mais on accueillera aussi avec plaisir ceux des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et de l'Allemagne. Voilà, donc le 16 janvier, en fin de journée, on communiquera. Élodie, Oui. je pense que pour ceux qui ne pourraient pas participer en présentiel parce qu'ils sont en distanciel, le webinaire a permis cette mise en mouvement très réflexif. Il y aura néanmoins on filmera les choses, et d'une certaine manière, il y aura la possibilité, pour ceux qui ne peuvent pas y participer, de voir les conclusions auxquelles nous sommes arrivés en prolongement de cette séance, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, moi, je trouve les travaux très, très intéressants, cette étude très intéressante, et je trouve que l'entrée par l'individualisation fait poser de très bonnes questions, en fait, qu'on n'interrogeait pas dans d'autres champs. Tout à fait. Je trouvais ça très, très, très intéressant. Bon, alors, on se dit au revoir et donc à très vite. Voilà. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.